Fin de journée grise. Je sors des coursives tristes de l'aéroport Charles de Gaulle, au retour d'une mission de conseil en Allemagne. La file de taxi est courte et je m'engouffre dans une grosse Mercedes. Je suis perdu dans mes pensées. La liquidation de Callisto se poursuit. Criblé de dettes contractées pour tenter de sauver la société, plus de 2 millions d'euros, je ne sais comment y faire face. Ce matin, ma femme, Sophie, m'a appelée anxieuse. Dans le courrier, une lettre nous annonce la visite prochaine de l'huissier qui vient saisir nos meubles. Le chauffeur, antipathique, me demande si j'ai un itinéraire préféré. Hier, j'ai passé un long moment au téléphone avec le notaire familial. Ma grand-mère est souffrante et ses enfants veulent vendre des biens familiaux pour assurer sa garde médicale à domicile. La vente est bloquée, car un autre de mes créanciers a saisi ce dont j'ai hérité, un 36e des biens. J'ai honte. En l'espace de quelques mois, 7 décès ont eu lieu dans ma famille. J'ai perdu mon père, mon grand-père, mon oncle, 2 de mes tantes et 2 jeunes cousins. La faillite de mon entreprise vient peser sur une famille ravagée par le deuil. Mon père me manque, mes proches aussi. Trop de morts, trop vite dans ma vie. S'y ajoute l'impression de leur avoir failli à tous. Mon entreprise a disparu. Plus de 300 personnes se retrouvent sur le carreau. Des actionnaires ont perdu leur mise. Des fournisseurs ne seront jamais payés. Est-ce que vous avez un itinéraire préféré ? Me répète le chauffeur. Pas vraiment. À la maison, je vais retrouver Thomas, qui aura 1 an à la fin du mois, et Sophie, à qui j'imaginais offrir une vie plus facile, le jour où je l'ai demandé en mariage. Je suis écrasé à l'arrière de ce taxi. Je voudrais ne penser à rien. J'entends mon nom à la radio. Les grosses têtes. Cette émission qui me faisait tant rire quand j'étais gamin. L'invité est Montaldo. Il fait la promotion de son dernier livre et parle de moi. Voilà un jeune garçon, 28 ans, qui nous est présenté comme une star. Un petit génie de l'informatique, qui est reçu à Bercy par le ministre des Finances de l'époque, Dominique Strauss-Kahn, qui prononce un discours délirant, qui est reçu après dans l'avion présidentiel de M. Chirac, qui est élevé par Lionel Jospin, Premier ministre, conseiller du commerce extérieur de la France. Et je découvre quoi ? Que Nicolas Gaume n'est qu'un escroc, et qu'il a concocté, lors de son introduction en bourse, des faux bilans. Pour s'y maintenir, il a continué à faire des bilans à la main, en utilisant des paradis fiscaux, tout un circuit offshore, etc. Il se présentait comme petit-fils de plombier zingueur. Où est-il, ce jeune homme, aujourd'hui ? Il est sur la plage d'Arcachon, certainement pas en train de la nettoyer. Il continue de jouir de l'argent qu'il a piqué aux épargnants. Les invités des grosses têtes se marrent, le chauffeur ricane. Je me sens groggy, assommé. Quel argent ? Y a-t-il une seule personne, quelque part, pour croire un truc pareil ? Les procédures judiciaires de la COB sont en cours. Peut-être vont-elles mettre les faits à jour et en perspective. 1 mois plus tard, la justice confirmera ma condamnation pour ne pas avoir réalisé un avertissement sur le résultat fin 2000 et actera que je ne me suis pas enrichi, n'ai jamais tenté de m'enrichir à titre personnel et conclura qu'il faut s'interroger sur les partenaires financiers de l'entreprise dans cette période de vie boursière. Mais ce jour-là, dans le taxi, même si je me doute que je serai blanchi de cette accusation, je pressens que quelques lignes d'une décision de justice pèseront peu face au tribunal des grosses têtes.
Que s'est-il passé? Qu'est-ce que j'ai raté? On m'invite à la télé, des éditeurs me proposent d'écrire un livre. Je voudrais répondre, raconter. Mais à ce moment-là, je ne me sens même plus le droit de vivre. Il me faudra 3 ans. 3 ans pour prendre du recul, retrouver l'élan et raconter enfin ce qui, malgré l'échec, a été aussi une merveilleuse aventure. Printemps 1979, forêt du Vieux Pilat, au sud du bassin d'Arcachon, un matin. L'air est frais, saturé d'une douce humidité. La lumière, si belle à cette époque de l'année, traverse les pins et souligne les fougères qui émergent à peine de terre. Engoncé dans un blouson, le bonnet vissé sur les oreilles, je pédale comme un fou sur mon vélo pour essayer de rattraper mon frère Vincent. Plus jeune que moi, il a au moins une dizaine de mètres d'avance. Je lui crie de m'attendre. En vain. Enivré d'iode, poussé par le soleil montant et l'heure qui tourne, nous accélérons. Un quart d'heure de vélo nous sépare de l'école. Hier soir, dans un coin du garage de notre maison, j'ai trouvé de vieux roulements à billes dépolis. Mon père m'a dit qu'il s'en servait pour jouer quand il était jeune et que je pouvais les prendre. Moi qui joue aux billes tous les jours, je suis enchanté par ces petites choses. J'ai hâte de les essayer. J'ai passé ma nuit à réfléchir au circuit qu'on pourrait construire dans la cour. Notre école, comme notre maison, est perdue au milieu des pins, et le sol de la cour, recouvert d'aiguilles, est fait de terre. La récréation est synonyme de 1000 jeux, 1000 univers à explorer. Il me tarde d'y être. Notre institutrice, Monimique Iparigari, est une grande femme blonde, élégante, exigeante. Je l'aime et j'en ai peur à la fois, comme tous ses élèves sans doute. Je suis assise au fond, mais ça n'a pas grande importance. Elle passe son temps à sillonner les bureaux, ceux des petits, des moyens et des grands. Nous sommes partout au cœur de sa classe. Mathématiques, histoire, français, géographie. Avec elle, tout est découverte. Il y a toujours une réponse à pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Une astuce pour s'en souvenir. Elle me donne envie d'apprendre et j'aime apprendre. L'heure de la récré sonne enfin, l'heure d'utiliser mes billes. J'attrape au fond de mon cartable ma sacoche en toile bleue, portant le logo du restaurant de mes parents, la Corniche. C'est la même sacoche que celle de mon père et j'en suis fier. Dans la cour, avec mon copain Nicolas, nous façonnons la terre pour créer un circuit et nous y déposons nos billes. Chacun doit atteindre le bout de la piste en un minimum de coups. Un peu de concentration, tout le monde s'y met. Les gagnants emporteront les billes des autres et je ne veux certainement pas perdre celles que mon père vient de me donner. Hier encore, elles étaient un peu rouillées et il m'a aidé à les lustrer. Elles sont maintenant superbes, pures, métalliques, contrairement à celles de mes camarades pleines de fioritures, agates, porcelaine. Ça y est, j'ai atteint le bout de la piste, j'ai gagné. À moi vos billes. La réputation des billes d'acier inoxydable est faite. Trompeuse sur la fin, une longue ligne droite plate cède la place à une grande côte qui monte sur le flanc de la dune du Pilat, l'avenue Louis-Gaume. Mon père m'a expliqué que c'était un hommage à mon arrière-grand-père. On retrouve son nom sur toutes les constructions entre l'école et l'hôtel. Mon frère me crie de l'attendre. Je pédale, je pédale. Il fait froid, on aperçoit la mer, immense, et le cap ferré au loin, bien visible. Un phare qui clignote, toujours,
quelques mouettes. Il va sans doute pleuvoir, sinon elles ne voleraient pas si près de la côte. La présence de la nature, le vent, les creux, l'écume, la mer, si vivante. Les rues sont désertes. Il n'y a personne à cette période de l'année. En haut d'une dernière côte apparaît l'hôtel familial, la Corniche. Grande bâtisse, basque d'un étage, aux poutres marron et aux murs blancs. Elle domine le bassin du haut de la dune. Immense bac à sable de mon enfance dans lequel je joue toujours autant. Fin de journée, quelques heures plus tard. Mon frère et moi, installés à l'une des tables de l'hôtel, tentons de reconstituer un puzzle. Une sorte de grand labyrinthe, dont les pièces constituent les différents chemins. Un jeu un peu absurde, car il manque des pièces et nous n'avons aucune chance de pouvoir le terminer. Mais nous ne nous en préoccupons pas. Pendant que je réfléchis à la disposition d'une pièce, j'aperçois à travers la baie vitrée la voiture de mon père qui se gare. Ma mère sort à sa rencontre, grande et élancée, vêtue d'un élégant tailleur. Mon père, un sourire aux lèvres et un gros carton dans les bras, monte les quelques marches qui mènent à la terrasse et nous rejoint. « On peut t'aider, papa ?» demande Vincent. « Non, c'est fragile, c'est un ordinateur. Vous savez ce que c'est ? » « Oui, j'en ai vu un dans les films. La gare des étoiles, plein de boutons qui clignotent et des gens affairés qui courent autour. C'est ça, un ordinateur. Mais mon père nous explique qu'il en a besoin pour travailler, pour la gestion de l'hôtel et du restaurant, avant d'ouvrir péniblement une porte toujours encombrée de son gros carton et de disparaître dans le couloir menant à son bureau. Nous revenons à notre jeu. Ma mère s'approche de nous embrasse l'un et l'autre sur les cheveux. Une heure passe, mon père n'est toujours pas ressorti de son bureau. D'autres jeux suivent, de société ou en solitaire, comme ce labyrinthe en bois que j'aime beaucoup. Il faut conduire une bille d'un point à un autre en inclinant un plan mobile parsemé de trous. Mon frère propose de sortir. Ma mère ajuste nos manteaux. Toujours la peur qu'on prenne froid. Et nous nous élançons à travers la terrasse pour gagner le sommet de la dune. Nous courons jusqu'à ce que le souffle nous manque. Mes poumons piquent. Mon frère, tout rouge, s'écrie « En avant !» et repart en courant, dévalant la pente. Je crie aussi, saute, trébuche et m'étale. Mon frère éclate de rire. Il se jette à son tour sur la pente, ensablée, et nous roulons jusqu'en bas. Nous avons du sable partout, dans le manteau, dans les chaussures, dans le pantalon, sous la chemise, partout. Ce sable que j'aime, humide, froid et collant. Nous sommes vivants. La nuit commence à tomber. Retour au pas de course. Dans le bar, ma mère nous époussette. Toujours pas de traces de mon père. L'heure du dîner, dans une petite pièce entre le bar et le bureau, un bon plat préparé par Jean-Paul, le chef. Nous nous mettons à table, quand mon père nous rejoint enfin. Ses grands yeux bleus pétillent. C'est génial, cet ordinateur. Un samedi soir, quelques jours plus tard, il y a beaucoup de monde dans le restaurant familial. La grande salle est bondée, et ma mère fait la navette entre la cuisine, où mon père travaille avec le chef, et la salle, où elle veille sur les clients et anime le service. Mon frère et moi jouons dans le bar, à imiter nos parents et accueillir les visiteurs. « Bonjour monsieur, bonjour madame, bienvenue à la Corniche !» Je demande aux clients de patienter. Mon frère court dans la salle chercher ma mère. Lorsqu'elle arrive, je m'éclipse pour me glisser dans le bureau de mon père. La pièce est exiguë. Petite table, volets à moitié fermés. Grand rideau bleu qui rend la lumière, partout si vive dans ce pays, très particulière. Une pénombre sereine, presque religieuse. J'ai l'impression d'être dans une chapelle, des papiers partout. De longues piles montant jusqu'au plafond, des dossiers qui débordent.
Et là, dans un coin, un ordinateur beige. Étrange machine, avec une petite pomme incrustée comme une agate, barrée sur toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Au-dessus, une sorte de télévision, pas très grande. À côté, un manuel ouvert que je commence à lire. La porte du bureau est entrebâillée. J'entends l'agitation du restaurant. Mon père qui s'affaire en cuisine. Mon frère qui regarde la télévision dans la pièce voisine. Je me plonge dans la lecture du manuel qui me parle comme à un ami, m'expliquant que ce n'est pas si compliqué, l'ordinateur. Il m'invite d'abord à l'allumer, je m'exécute. L'écran s'illumine. Apple apparaît en caractère vert sur fond noir, en haut. Un bip m'accueille. Le curseur clignote. Le manuel m'encourage à taper des instructions dans une langue que je ne connais pas, des mots bizarres. Celui qui m'amuse le plus, c'est Home. Je tape sur le clavier, sur toutes les touches. J'appuie sur un W, la lettre s'affiche. Alors je me mets à taper sans m'arrêter. Je couvre l'écran de lettres. J'appuie sur les touches. Entrée, syntaxe erreur, clame l'Apple II. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais je dois dire que je m'en fiche un peu. Ce qui est rigolo, c'est quand je tape Home, tout s'efface alors d'un coup. Ça me plaît énormément. J'y passe un bon moment. Des dizaines et des dizaines de minutes. Je perds la conscience du temps. Je remplis l'écran de lettres, de chiffres et j'efface tout. Soudain, mon père ouvre la porte. « Mais qu'est-ce que tu fais là ?»« Je regarde ton ordinateur, papa. Tu n'as rien effacé? Tu n'as rien cassé ?»« Non, je m'amusais juste. »« Tu t'amusais avec mon ordinateur ?»« Mais c'est important, c'est sérieux un ordinateur, Nicolas. Tiens, pousse-toi. » Je me lève. Il réajuste le coussin, s'assoit et me prend sur ses genoux, une main sur mon épaule. « Regarde. » Il appuie sur la touche lecture d'un magnétophone. Son aigu, grésillement, puis tape quelques instructions. L'écran s'efface et laisse apparaître une myriade de petits parachutistes. Mon père m'explique. En utilisant ces touches, tu fais bouger le camion qui va récupérer les parachutistes. Il faut tous les sauver, vas-y. Et nous voici allègrement lancés. Je jubile, mon père sourit. J'ai 8 ans, je viens de jouer à mon premier jeu vidéo.